Très bien. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, oui, très bien, parfait. Bonjour à tous, bienvenue ici à la Fondation Michalski en cette journée de célébration, de clôture de l'exposition de Stefan Zweig à Martin Bodmer, la collection Invisible. Je suis Marc-Adam Kolakowski, le commissaire d'exposition invité. Et autour de moi aujourd'hui sont réunis un spécialiste de Stefan Zweig, Oliver Matuszek, et un spécialiste de Martin Bodmer, Jérôme David. J'aimerais commencer par quelques mots de remerciement adressés aux membres et à la direction de la Fondation Jan Michalski, ainsi qu'aux membres et direction de la Fondation Martin Bodmer, les deux institutions qui ont rendu possible la création de cette exposition. Avant de démarrer, je présenterai également très rapidement nos deux intervenants de ce jour, en commençant peut-être avec Jérôme David, qui est professeur ordinaire de littérature française et de didactique des littératures à l'Université de Genève, également co-directeur du Bodmer Lab à la même institution de l'Université de Genève. Jérôme David est entre autres un spécialiste de l'histoire de la littérature mondiale. Je vous renvoie à cet égard à l'une de ses conférences qu'il a données au Collège de France et qui est disponible aujourd'hui en ligne sur le site de cette institution. Jérôme David a publié Spectre de Goethe, Les métamorphoses de la littérature mondiale en 2011, ainsi que plus récemment Martin Bodmer et les promesses de la littérature mondiale en 2018. Un ouvrage qui a permis de faire émerger la figure de Martin Bodmer comme auteur d'une importante réflexion, peut-être la plus aboutie à ce jour, bien qu'elle soit demeurée inédite, sur la notion de littérature mondiale. Dernièrement, Jérôme David a également été l'auteur d'une lettre filmée à Patrick Chamoiseau, dans la veine de la lettre à Freddy Buach de Jean-Luc Godard, que l'on pourra visionner sur le site du département de français de l'Université de Genève. Oliver Matuszek, à ma droite, est l'auteur d'une remarquable biographie de Stefan Zweig, Drei Leben, eine Biographie, un modèle du genre, traduit vers l'anglais en 2011, publié en édition originale en 2006. Oliver Matuszek est également l'auteur de l'ouvrage de référence sur la collection de Stefan Zweig, Ich kenne den Zauber der Schrift, un catalogue qui propose également divers essais de Stefan Zweig, qui prend en recueil divers essais de Stefan Zweig sur sa collection. Oliver Matuszek a travaillé à l'Herzog Anton Ulrich Museum de Braunschweig et au Deutsches Historisches Museum de Berlin. Il est responsable de l'édition critique en allemand du Monde d'hier, l'autobiographie de Stefan Zweig, et également l'éditeur de nombreuses correspondances de Stefan Zweig, dont notamment celle qu'il entretint avec sa seconde épouse, Lotte. Plus récemment, Oliver Matuszek est l'éditeur de la correspondance entretenue entre Stefan Zweig et son éditeur, Anton Kippenberg, dont l'apparition est prévue pour l'année prochaine, en 2022. Alors, je pense que quelques mots également doivent être prononcés sur l'objet qui nous réunit aujourd'hui, cette collection de Stefan Zweig, dont je vous livrerai quelques petites indications finalement sur sa nature, son contenu, ses dimensions, et dont vous pourrez parcourir certains éléments dans la salle d'exposition au premier étage. Cette collection de Stefan Zweig réunit des manuscrits littéraires et des manuscrits de compositeurs. C'est plutôt la partie littéraire qui nous a intéressés au cours de cette exposition. Elle comprend à la base 812 manuscrits littéraires, dont une grande majorité de manuscrits allemands, mais une très grande part également de manuscrits de littérature dites étrangères, c'est-à-dire écrites dans une langue autre que l'allemand, et dont finalement la collection vient faire écho au projet de bibliothèque de littérature mondiale de Martin Bodmer. Ces acquisitions sont attestées entre 1903 et 1951. C'est à l'époque où Stefan Zweig s'en sépare au profit de Martin Bodmer, l'une des plus célèbres et des plus importantes collections de manuscrits autographes de son époque. Cette plus grande part de la collection qui reviendra à Martin Bodmer, au terme d'un processus que nous avons pu documenter et dont nous avons pu rendre compte des diverses étapes, cette plus grande part de la collection compte en 1936, l'année même où Martin Bodmer se porte acquéreur en bloc de la plus grande partie de cette collection, 449 manuscrits littéraires. En suivant en cela l'appel
lancé par Stefan Zweig dans la préface du catalogue de la vente, à poursuivre son œuvre et à développer cette collection que Stefan Zweig considérait comme un organisme vivant qui méritait de survivre encore plus à sa propre existence que ses œuvres littéraires, Martin Bodmer amplifiera et développera cette collection selon les lignes directrices qu'en avait posées Stefan Zweig. Voilà donc un petit peu ce dont nous allons tenter de discuter aujourd'hui ensemble et essayer de faire converger un petit peu les perspectives de ces deux grands hommes, Stefan Zweig et Martin Bodmer, autour de l'objet, cette collection extraordinaire qui les rassemble. Alors je commencerai peut-être par quelques questions très simples adressées à vous, Oliver. Et la première étant, quelle place tient la collection dans la vie et l'œuvre de Stefan Zweig? J'espère que vous m'entendez correctement en français. Je crois que cette collection occupe une place très importante dans sa vie, dans le cadre de sa création littéraire aussi. Alors, il faut mener quelques enquêtes pour la trouver, ça n'est pas toujours très simple. Pour ce qui est de sa vie, Friederike Zweig, sa première femme, a dit que ce que tu écris n'est qu'un tiers de toi-même. Et la collection d'autographes fait certainement partie des deux autres tiers qui ont occupé la vie de Zweig. C'est incroyable de voir le volume de correspondance qu'il a mené avec différents marchands, des collègues, des confrères, des amis, où cette collection est mentionnée. Cette collection qui était en fait beaucoup plus volumineuse. Nous savons qu'à partir de 1936, Martin Bodmer a acheté une partie de cette collection, mais Zweig en a retenu une autre partie. Une partie est allée à Vienne et dans d'autres villes, peu importe d'ailleurs, mais cela vous donne un petit peu une idée de l'ampleur de cette collection. Et cette collection avait pour objet d'être, ou devait plutôt être utilisée, exposée, vue, administrée. On le voit dans différentes lettres où il en est mention, mais on le voit aussi dans cette exposition. Il mentionne cette collection dans différents essais aussi. Il en traite, il y réfléchit, et ce sont donc des traces que l'on retrouve également dans son œuvre littéraire. On le voit aussi dans le titre de cette exposition, l'exposition invisible. Et la collection ou la compilation de cette collection est extrêmement importante. Aussi, les différents personnages qui vont œuvrer pour la créer, pour l'administrer, pour la pérenniser. On retrouve également sa mention dans La confusion des sentiments. Il existe un passage où un professeur dicte un passage à un étudiant et cet étudiant va ensuite réfléchir à ce qui va se passer avec le texte dicté. Il réfléchit pour la première fois à la rédaction de ces mots, de ces lignes, à la pensée qui est posée sur un papier, une pensée qui va donc émerger, qui va se manifester. Ça, c'est dans la droite ligne des intentions de Zweig. On retrouve donc des indices parfois un peu cachés dans ses œuvres. Et c'est, je crois, voulu par l'auteur, que ce soit des essais, que des biographies, des nouvelles. Il s'est toujours inspiré de ces autographes et les a utilisés dans son œuvre. Merci beaucoup. C'est l'une des questions qui m'est venue à l'esprit en préparant cette exposition, en me penchant sur ces manuscrits extraordinaires, sachant que Stefan Zweig a consacré des biographies aux auteurs, à certains auteurs dont il collectionnait les manuscrits, et ainsi qu'à certains personnages historiques dont il possédait les traces écrites. Et je me demandais dans quelle mesure le manuscrit autographe avait une fonction instrumentale dans la rédaction de ces essais, de ces biographies. Cherchait-il à percevoir quelques aspects de la personnalité de ces auteurs et de ces personnages à travers leurs traces écrites? Je le pense, oui. Cela dit,
il ne faut pas pour autant croire que ce manuscrit, tel ou tel manuscrit qu'il a pu posséder, a eu une incidence directe sur sa création. Le contenu n'a pas toujours joué un rôle fondamental. Il a parfois obtenu des manuscrits par hasard. Vous ne pouvez pas rédiger une biographie sur Marie-Antoinette et ensuite acquérir n'importe quel autographe ou manuscrit sur la reine de France. Il faut faire avec ce que l'on trouve chez un antiquaire. Mais il a essayé, je crois, de créer une sorte de lien, de trouver une sorte de trace de la vie de cette personne. Alors peut-être pas une relique, une robe de Marie-Antoinette ou un meuble qu'elle a pu posséder, pour revenir à Marie-Antoinette, mais peut-être quelque chose qu'elle a elle-même créé sur le plan intellectuel, donc quelque chose qui découle de sa création personnelle. Et ça a été aussi une possibilité de sonder le cercle d'amis de Zweig, beaucoup d'écrivains parmi eux. Il a pu ainsi élargir aussi son cercle d'amis. On pense à la rédaction de la biographie de Marie-Antoinette, mais d'autres œuvres également. Merci beaucoup. Et d'une façon peut-être, dans un rapport peut-être un peu moins personnel ou en rapport direct avec les individus dont il possédait les traces écrites, il me semble également que Stefan Zweig cherchait à percevoir à travers les manuscrits autographes ce qu'il appelle le secret de la création artistique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur finalement cette quête de l'instant de la création? Il parle de création ex nihilo, il cherche à capter le moment à partir duquel, du rien, on parvient à fonder une œuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques petits mots là, sur cette dimension, cet aspect-là de sa collection? Vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect dans la création littéraire de Zweig, ce lien avec le passé, les personnages de l'histoire. Et Zweig, dans Le Monde d'hier, mentionne notamment deux choses. D'une part, il constate que dans le premier appartement qu'il a possédé à Vienne, la Korkasse 8, eh bien, dans cet immeuble vivait également une vieille dame qui était en fait la filleule de Goethe. Donc il trouvait cela incroyable. Il côtoyait une femme qui a connu Goethe. Alors elle l'a peut-être vu à un âge dont elle ne se souvient plus beaucoup, mais il a été impressionné par ce lien qui a été établi avec le passé à travers l'existence de cette voisine dans l'immeuble où il vivait à Vienne. Et puis il y a aussi un autre lien sur lequel il revient, c'est quelque chose qu'il mentionne et qui date de ses années de jeunesse. Il s'est rendu en France, en Belgique aussi, à plusieurs reprises. Il a notamment rencontré Auguste Rodin, auquel il a rendu visite dans son atelier. Et il raconte donc la scène d'un Rodin qui est dans son atelier, qui travaille sur une sculpture en oubliant complètement la présence de Zweig dans la pièce. Et donc Zweig le regarde à l'œuvre et assiste à la jeunesse de cette sculpture au moment même de la création de l'œuvre. Et Rodin ne se rend plus compte de la présence de Zweig. C'est ce que décrit Zweig. Et c'est ce moment qui lui importe. Il essaye d'emprisonner ce moment. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de faire par le biais des manuscrits qu'il a collectionnés. Parfois, certains manuscrits ont fait l'objet de beaucoup de corrections. C'était des brouillons qui ont pris forme progressivement. Et on voit là qu'ils ont été retravaillés à plusieurs reprises. Ils ont intéressé Zweig. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est difficile de mettre la main sur de tels manuscrits du premier coup. Il l'a essayé, il n'y est pas toujours parvenu, parfois oui. L'un des manuscrits qui est le plus impressionnant, c'est certainement un manuscrit de la main de Beethoven, qui n'est malheureusement pas exposé ici, mais où l'on peut retracer exactement les modifications qui
ont été apportés à la partition ou au texte. Merci beaucoup. Il me semble qu'à plusieurs reprises dans ses essais, Zweig s'exprime en termes de matérialisation de l'esprit. C'est ce qu'il voit s'opérer sur ses manuscrits autographes. Et c'est fascinant de voir à quel point ces termes résonnent avec les propres réflexions de Martin Bodmer dans ses nombreux carnets inédits qu'il rédigea tout au long de sa vie. Et c'est l'un des points de convergence finalement entre les deux projets de ces deux hommes. Alors j'aurais à cet égard une première question pour vous, Jérôme David. Où en est Bodmer finalement de son projet d'une bibliothèque de la littérature mondiale lorsqu'il fait l'acquisition quasi d'un bloc de la collection de Stefan Zweig en 1936? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1936, Martin Bodmer a 37 ans. Il a déjà acquis un grand nombre d'ouvrages et de manuscrits de son côté, surtout des ouvrages. Et on sait par ses carnets, dont on a des traces à partir de 1923, qu'il réfléchit à la notion de Weltliteratur, donc de littérature mondiale, dans le sillage de Goethe, et qu'il, disons, travaille avec cette notion sans pour autant qu'elle soit déjà devenue l'idée d'une collection. Et ce qui va arriver en 1936, et même peut-être un peu avant, il y a le centenaire de la mort de Goethe en 1932, qui va relancer les réflexions sur la Weltliteratur, puisque c'est un des grands héritages de ce temps-là, en tout cas de Goethe. On va avoir des réflexions sur la Weltliteratur au Japon, au Mexique, aux États-Unis à cette occasion-là. Et ce qu'il y a aussi juste avant 1936, c'est en 1929 un texte de Hermann Hesse, prix Nobel, sur la littérature mondiale, où il explique comment sa bibliothèque, à mains égards, peut être considérée comme un des lieux où se déploie la littérature mondiale telle qu'il l'entend lui-même. Donc la notion de Weltliteratur, de littérature mondiale, elle circule beaucoup dans ces années-là, mais elle va prendre un tour un peu particulier après 1936 et en 1936 même pour Martin Bodmer, dans la mesure où lorsque Martin Bodmer acquiert la collection Stefan Zweig, ce qu'il va acquérir, c'est pas seulement des manuscrits, c'est aussi des gestes de collectionneur. Donc il va recopier la façon dont Stefan Zweig s'est occupé de ses manuscrits, avec des pochettes spéciales, etc. Il va faire vraiment la même chose que lui, et surtout il va découvrir progressivement qu'un des plus grands romanciers et biographes européens de l'époque a investi une énergie folle dans une collection. Et ça, c'est quelque chose qui va non seulement soulager Martin Bodmer, mais qui va réorienter en quelque sorte sa carrière, dans la mesure où jusque-là, Martin Bodmer avait fait une collection en espérant qu'elle pourrait nourrir un projet poétique qu'il avait de faire un grand poème épique de l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est qu'il s'est un peu heurté à ses propres limites, au fait qu'il n'arrivait pas à donner forme en quelque sorte à cette ambition littéraire, et le fait de recueillir la collection de Stefan Zweig lui montre qu'en fait, il y a une dignité qu'il n'avait pas aperçue dans le fait même d'être collectionneur. Et à partir de là, il y a une légitimité de collectionneur qu'il va commencer à se construire et qu'il va progressivement articuler à la notion de littérature mondiale pour déboucher sur ce grand projet de son existence, à savoir une bibliothèque de la littérature mondiale, qui va prendre plusieurs sens, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est en 1936 que quelque chose se passe dans l'idée que Martin Bodmer se fait du fait même de collectionner. Il commence à se dire, bah tiens, c'est peut-être aussi digne, aussi légitime, aussi important dans l'histoire de la culture d'être un bon collectionneur que d'être un grand écrivain. Et à partir de là, il va renoncer à son ambition littéraire pour s'engager dans la voie de la collection. C'est particulièrement significatif à cet égard que l'un des premiers essais de Stefan Zweig sur sa collection s'appelle « La collection comme œuvre d'art ». Donc il y a déjà, en effet, très tôt chez Stefan Zweig, dès 1914, en fait, des réflexions menées sur, finalement, l'art de collectionner. Et on en trouve des échos chez Martin Bodmer. Cette translation, finalement, de l'ambition littéraire vers la construction d'une bibliothèque et vers la collection comme œuvre d'art en soi est à ce moment-là, en effet, particulièrement fascinant. Donc on pourrait, en quelque sorte, est-ce qu'on pourrait parler d'une influence de Stefan Zweig sur le projet de Martin Bodmer à ce moment-là? Bon, influence, c'est un terme vague. Ce qu'on peut voir, c'est une sorte d'émergence à l'horizon de la pensée de Martin Bodmer d'une nouvelle forme de légitimité qui serait une légitimité de collectionneur.
et à laquelle il ne pensait pas avant d'accueillir cette collection dans sa propre collection. Et donc c'est vraiment un déclencheur et qui va faire qu'en se positionnant lui-même comme un collectionneur et en essayant de tenir une sorte de dignité culturelle de collectionneur, il va donner une ambition, une ampleur à son projet intellectuel qu'il ne lui avait pas donné auparavant. C'est tout à fait intéressant, en effet, de mettre ça encore en rapport avec finalement la quête de Stefan Zweig d'un véritable, comme il l'appelle, d'un véritable collectionneur à qui il pourrait transmettre ses manuscrits autographes. Donc c'est particulièrement remarquable de voir qu'il y a une forme finalement de synchronie entre l'émergence de Martin Bodmer comme collectionneur. Il faut savoir que dès le début des années 1930, Stefan Zweig connaît de réputation la bibliothèque de Martin Bodmer, qu'il émet le souhait auprès du directeur du Lesezirkel Hottingen à Zurich de la visiter, qu'il fréquente déjà le frère aîné de Martin Bodmer, Hans Conrad, qui était lui-même également un grand collectionneur, notamment des manuscrits de Beethoven. Donc c'est en effet, je voulais le signaler, c'est-à-dire que Stefan Zweig, au moment où il se sépare de sa collection, il ne s'en sépare pas dans le vide. Il cherche quelqu'un à qui la donner, il cherche quelqu'un à qui la transmettre, et il s'exprime en ces termes dans ces lettres inédites qui ont été récemment sorties des archives. Il est en quête d'un véritable collectionneur à qui il pourrait la transmettre et qui serait à même de poursuivre son projet. Alors évidemment, cette année clé, cette année 1936, elle invite également à se pencher sur le contexte immédiat de la vente. Alors c'est une question que je poserai peut-être à chacun d'entre vous. Finalement, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur l'environnement immédiat, le contexte immédiat du point de vue de Martin Bodmer et de Stefan Zweig sur la vente, la montée notamment des nationalismes et puis la guerre imminente? Alors je vais répondre pour la perspective Stefan Zweig. En ce qui le concerne, il faut savoir que c'était une période particulièrement difficile à vivre. Il vivait à Salzbourg, en Autriche, directement à la frontière allemande. Il a très bien perçu ce qui se tramait de l'autre côté de la frontière après 1933, donc les années qui ont suivi, également la situation politique en Autriche. Il voyait très bien que le national-socialisme allait s'imposer très bientôt. Il a également connu des problèmes personnels au début des années 30, autour de son 50e anniversaire, c'était en 1931. Il a commencé à songer à la possibilité de quitter Salzbourg, de divorcer de sa femme. Et cette idée a germé dans son esprit. Il est allé à Londres, il a embauché une secrétaire qui est ensuite devenue sa seconde épouse. Et donc, on voit que dans la vie privée de Zweig, il y a eu beaucoup de mutations. Il a songé à vendre la villa de Salzbourg, très bel édifice avec une superbe vue sur la ville. Il a donc, en quelque sorte, envisagé une réduction, une diminution de son style de vie. À Londres, il a emménagé dans un appartement relativement modeste par rapport à ses habitudes antérieures. Et il a dit qu'il souhaitait désormais se focaliser sur l'essentiel. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de se séparer d'une partie de sa collection et de ses livres, donc de sa bibliothèque. On en sait beaucoup moins. Il possédait plus de 10 000 livres qui étaient dans sa villa de Salzbourg. Il s'en est séparé. Il n'en a gardé que quelques exemplaires. Donc, il a réduit la voilure. Ce mouvement est donc allé de pair avec les évolutions sur le front politique de cette époque, mais qui n'a pas été impulsé par ces dernières. Sur le plan financier, il n'était pas obligé d'agir, contrairement à d'autres qui ont dû se séparer de collections de cette qualité pour pouvoir obtenir des fonds. Ce n'était pas son cas. Il n'était pas sous pression de la vendre non plus. Le catalogue que j'ai essayé d'analyser, de reconstruire la collection, porte sur environ 1000 objets. On aurait pu les caser dans une armoire. Donc ce ne sont pas des romans de 500 pages, ce sont parfois de simples feuillets. Donc la qualité, elle, est exceptionnelle, mais quant au volume,
il reste raisonnable. Donc on aurait pu très bien protéger cette collection dans une simple armoire. Voilà pour vous donner une image de l'ampleur de cette collection. Alors, son cercle d'amis s'est progressivement dilué, il en a perdu. Ensuite, il s'est lui aussi replié un peu sur lui-même et il s'est séparé de présents qu'on lui a fait au fil du temps. On a parlé tout à l'heure de Hermann Hesse, Joseph Roth et d'autres. Il n'a pas vendu les manuscrits de ces personnes, mais il les a offerts tout simplement pour s'en séparer. Jérôme David, je vous retourne également un peu la question, c'est-à-dire comment le projet d'une bibliothèque de la littérature mondiale de Martin Bodmer résonne avec finalement le contexte des années d'avant-guerre et de la guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots finalement sur cette thématique ? On peut suivre dans les carnets de Martin Bodmer la montée de l'hitlérisme, comme il l'appelait dans un premier temps, puis du nazisme. Et on peut voir la réaction qu'a eue Martin Bodmer en entendant parler de ce qui se passait, en entendant parler des autodafés, brûler ce qui, pour Martin Bodmer, était peut-être la quintessence de la culture humaine, à savoir le livre ou l'écrit. Et on voit que la première réaction qu'il a, c'est, comme c'est un être de culture, la dimension politique prend une forme culturelle, et donc c'est un dégoût pour la vulgarité hitlérienne dans un premier temps. Et après, à mesure qu'il va se rapprocher du Comité international de la Croix-Rouge, du CICR à Genève, et qu'il va y être de plus en plus actif, il va prendre la mesure de ce qui est en train de se passer durant la Seconde Guerre mondiale, et il va être amené à réfléchir à nouveau frais sur le sens de sa collection. Et on voit dans ces carnets que la philosophie de la littérature mondiale se modifie en réponse aux événements internationaux et à la Seconde Guerre mondiale. Et à partir des années 37-39, il commence à concevoir sa collection, d'abord à Zurich puis à Colonie, comme un refuge d'une certaine idée de la littérature mondiale, mais beaucoup plus largement une certaine idée de la culture et de l'humanité. Et on voit comment il va essayer de préserver cette idée de la littérature mondiale comme étant l'un des lieux où un espoir pourra rejaillir ou ressurgir après la barbarie. Et du coup, la littérature mondiale devient pour lui, dans ces années-là, ce qu'elle n'était pas avant, une archive qui prouve sur 5000 ans d'écriture humaine qu'après des grandes catastrophes sociales ou politiques ou militaires, l'humanité a toujours réussi à se réinventer elle-même. Et donc il va accentuer cette dimension-là de sa collection et il va s'y réfugier, s'y recroqueviller en quelque sorte en se disant au moins là on a la preuve qu'on arrivera à sortir de cette période de barbarie atroce. Alors la notion de refuge m'interpelle particulièrement parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce en quoi Martin Bodmer est apparu comme un destinataire idéal finalement de la collection de Stefan Zweig. Un cas d'étude précis à cet égard est particulièrement significatif. Il me semble que c'est ce qui se passe avec finalement le manuscrit autographe de l'hymne allemand, acquis par Zweig en mai 1936 et dont il se félicite en quelque sorte d'avoir pu le subtiliser aux nazis. Et le fait que ce manuscrit entre en Suisse entre les mains de Martin Bodmer, Stefan Zweig et son intermédiaire Heinrich Hinterberger en paraissent particulièrement heureux finalement d'éviter toute récupération idéologique de ce symbole du pangermanisme de l'époque. La notion de bibliothèque comme refuge et de refuge de la bibliothèque me semble à cet égard marcher en effet à plein régime. Alors j'aurais également peut-être des questions un peu plus prosaïques, d'ordre un peu plus pratique, sur les modalités de consultation de cette bibliothèque. Quel rapport Stefan Zweig, très concrètement, entretenait-il à ces manuscrits? Comment les consultait-il? Les gardait-il à la maison? Sa bibliothèque était-elle ouverte aux tout-venants ou s'agissait-il au contraire de quelque chose d'éminemment privé et intime?
Je pense que cette collection était beaucoup plus accessible que n'ont pu le penser les contemporains. Zweig s'est exprimé en ce sens à plusieurs reprises. Il a souhaité que cette collection, ou il aurait souhaité que cette collection soit davantage consultée par des éditeurs d'ouvrages littéraires, par des personnes du public qui seraient intéressées par ces manuscrits. Et je pense que c'est un constat que font beaucoup de collectionneurs de manuscrits autographes. C'est un domaine très spécial et beaucoup de personnes ont du mal à saisir tous les enjeux. Et il a donc été incité à compiler cette collection. Alors, il y a aussi des noms illustres dans cette collection. On peut impressionner tout le monde avec Mozart, Goethe, Beethoven, Schiller et autres. De la littérature française aussi, Balzac notamment. Et ça, ce sont bien sûr des noms qui interpellent. C'est impressionnant. Mais si l'on comparait ces manuscrits et si l'on pouvait les consulter, les feuilleter, c'est tout autre chose. Alors, on sait deux choses sur cette collection. Vous savez que Zweig est né à Vienne, il y a vécu dans ce fameux appartement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui regorgeait de livres et de manuscrits, les siens notamment, donc il les conservait dans une armoire avec d'autres manuscrits. À l'époque, il n'y en avait pas encore tellement, mais il y avait deux pièces que l'on voit ici, notamment le King John. C'est un dessin de William Blake et l'une des chansons de mai de Goethe, et qui sont des manuscrits autographes et qui étaient particulièrement précieux à ses yeux. Et on sait que beaucoup de personnes qui ont lui rendu visite dans son appartement ont pu voir ces deux pièces qui étaient exposées. Et il était très fier de les montrer également à ses visiteurs, d'en parler et de leur faire comprendre la qualité des pièces dont il s'entourait. Ensuite, il possédait une sorte de malle en fer de son grand-père dans laquelle il conservait toutes sortes d'objets et de choses. Alors il dit dans certaines lettres, je cherche telle ou telle chose, je ne la retrouve pas. Donc j'ai dû l'égarer ou la mettre quelque part. Donc manifestement, il les consultait régulièrement. Il a aussi essayé de mettre la main sur des catalogues de collections. Il possédait plus de 4000 ouvrages de catalogues d'options, une collection impressionnante à cette époque. Et cette collection était accessible et beaucoup moins utilisée. Enfin, le potentiel d'utilisation n'a pas été totalement exploité. C'est, du point de vue des sources, quelque chose de très, très intéressant. Mais peu de gens, ou beaucoup de gens s'y sont intéressés, mais pas autant qu'ils l'auraient souhaité. S'il fallait se représenter Stefan Zweig penché sur ces manuscrits autographes, faudrait-il plutôt se le représenter dans une forme de contemplation, comme il le dit lui-même dans Le Monde d'hier, il utilise le terme de contemplation, ou plutôt comme un chercheur en quête de documents, crayon à la main, et exploitant finalement ces ressources comme des sources documentaires? Ich glaube, da ist von beidem etwas drin. Les deux interprétations se valent, les deux théories sont tout à fait acceptables, mais on ne peut pas faire quelque chose d'un manuscrit acquis en tant qu'auteur, de tout manuscrit acquis. Et Zweig n'a pas seulement été collectionneur, il était également écrivain, auteur. Il savait quelle lutte c'était que d'arriver à formuler une phrase, un combat. Et dans ses propres manuscrits, on retrouve des passages. Je pense notamment à un essai qui s'appelle Les œuvres souterraines de Balzac, où il décrit comment Balzac a travaillé, comment il a procédé. Et ce qu'il qualifie de souterrain, c'est tout ce qui s'est perdu au fil du temps, tout ce qui n'a pas été imprimé. Et quand on regarde les manuscrits de la main de Zweig, on voit qu'il a travaillé plus ou moins
sur le même modèle, avec des encres de différentes couleurs, avec des rayures, des passages biffés. Et je crois que c'était important pour Zweig de faire cette expérience et de voir que d'autres sont passés par là avant lui. Il s'est intéressé à leur manière de gérer ce processus et de s'en inspirer. Et cela l'a peut-être consolé de constater que les plus grands noms de la littérature n'y sont pas parvenus du premier coup. Et qu'il faut travailler, retravailler et retravailler un texte, voire des pages entières, parfois. Alors évidemment, la question se pose également pour Martin Bodmer, de son rapport à sa propre collection, de son rapport à ses œuvres, et finalement de savoir si l'on peut tenter de pénétrer le cabinet intime de Martin Bodmer et de connaître un peu mieux son rapport à ces œuvres qu'il collectionnait. Bon, c'est assez difficile de savoir exactement quel était son rapport. On peut l'inférer à partir de ce qu'il a laissé comme écrit. Surtout, il y a quelques pages là-dessus qui sont disséminées dans ses carnets notamment. Et le rapport que Martin Bodmer avait aux pièces singulières de sa collection, c'était un rapport d'admiration et de contemplation. Et je pense qu'il n'y trouvait pas du tout la même chose que Stefan Zweig. Il n'y voyait pas Balzac en train de se battre contre la phrase. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il n'est pas devenu écrivain lui-même. Il y voyait plutôt la trace de quelque chose de beaucoup plus grand que chacun des individus qui avaient pu écrire le manuscrit, quand bien même il considérait ces individus comme étant des génies de l'histoire de l'humanité. Il y cherchait, disons, une sorte d'épiphanie un peu mystique. Du début à la fin, il y a cette dimension un peu mystique de la littérature mondiale où tous les efforts et les accomplissements de l'humanité tirent leur force et leurs ressources de quelque chose qui dépasse l'humanité. Et c'est ce quelque chose qui dépasse l'humanité que Martin Bodmer cherchait dans la littérature mondiale et qu'il voyait dans les manuscrits, à commencer par cette idée dont on a parlé, qu'il y a une présence de l'auteur dans le texte qu'il a écrit lui-même ou dans le texte qu'elle a écrit elle-même pour les rares manuscrits féminins qu'il y a dans la collection. Et donc, c'est un rapport très, je l'ai dit, mystique sur le mode protestant. Donc, c'est un rapport très individuel aussi, très personnel à la collection. Et l'histoire de la collection Martin Bodmer, c'est l'histoire d'une ouverture progressive au public. Et du vivant de Martin Bodmer, le rapport ou les visites qu'il autorisait à sa collection, c'était des visites confidentielles de gens qui l'estimaient être des initiés, suffisamment initiés à cette idée-là de la culture pour avoir le droit de voir sa collection. Et progressivement, jusqu'à aujourd'hui, avec Jacques Berchtold qui est ici, la collection, la fondation Bodmer s'est ouverte au public en ouvrant un musée, etc. Et donc, cette confidentialité, elle est devenue beaucoup plus large, en quelque sorte. Et il est possible maintenant de devenir initié en fréquentant la collection. Il n'y a pas besoin d'être initié avant de pouvoir la voir. Et c'est un grand avantage, je crois, aujourd'hui du musée actuel. Merci beaucoup. Selon vous, quelle serait, finalement, s'il fallait extraire quelques pièces un peu emblématiques de cette collection de manuscrits autographes, du point de vue de Martin Bodmer ou de sa collection, quels seraient les fleurons à partir duquel on pourrait pénétrer dans cet ensemble beaucoup plus vaste ? Alors, je ne vais pas faire ma mouche du coche, mais la question des fleurons, elle est très problématique dans le cadre d'une collection qui compte à peu près 150 000 pièces. Et elle est d'autant plus problématique si on la considère, cette question des fleurons, à partir de la pensée que Martin Bodmer avait de sa collection. Et donc moi je me refuse de répondre à ça, donc je fais une réponse de Normand en disant on peut quand même y répondre. Alors comment est-ce qu'on répond à cette question ? C'est simple, c'est de dire que pour dire d'une pièce qu'elle est un fleuron, ça veut dire que la pièce a une exemplarité particulière, qu'elle représente quelque chose de plus que les autres pièces de la collection. Et ce que j'ai vu dans les carnets de Martin Bodmer et dans ses écrits, c'est que les critères de l'exemplarité varient. Il y a des pièces qui sont importantes parce qu'elles marquent un grand moment culturel. Il y a des pièces qui sont importantes parce que d'un point de vue bibliophilique, elles ont une rareté
qui ont fait quelque chose de particulier. Et puis, il y a un dernier critère qui est peut-être le plus intime, c'est qu'il y a des pièces qui sont exemplaires aux yeux de Martin Bodmer pour des raisons personnelles. On sait qu'il était obsédé par le Faust de Goethe, par le mythe du Faust, et donc il y a des pièces qu'il a acquises pour nourrir cette fascination pour le Faust de Goethe, et donc elle devenait à ses yeux exemplaire de ce grand mythe qu'il pensait en partie peut-être retrouver dans sa collection, mais qui, d'un point de vue culturel ou bibliophilique, n'ont pas une grande importance véritablement. Et plus encore, et après je vous laisse la parole, c'est que ces critères évoluent en fonction du sens qu'il a pu donner à sa collection. Et donc on voit qu'il y a des pièces qui changent d'importance en fonction des décennies de sa réflexion. Donc voilà pourquoi les fleurons, c'est très délicat, et que, disons, au lieu d'y répondre de but en blanc, je préfère essayer de réfléchir à ce qu'est vraiment un fleuron d'une collection et aux raisons pour lesquelles on mettrait ces fleurons-là en avant plutôt que d'autres. Merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers Oliver Matuszek, parce qu'il me semble que la notion de fleuron de la collection, elle fonctionne peut-être un peu mieux dans le cas de Stefan Zweig. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même des pièces qui pour lui sortaient du lot? À un certain moment dans Le Monde d'hier, il parle de certaines pièces qui ont pour lui la valeur personnelle du souvenir, par exemple. Et il me semble qu'il opère au moment de la séparation d'avec sa collection un travail de sélection aussi, et qu'il emporte avec lui ce qu'il considère la crème de sa collection, en l'occurrence des fleurons. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne dans le rapport de Zweig à sa collection? Oui et non. Je pense qu'il est très difficile de répondre à cette question. Alors, je citais tout à l'heure l'exemple du poème de Goethe, Emmaï, et auquel il tenait particulièrement et qui est mentionné dans ses souvenirs et qu'il a posé par écrit peu de temps avant sa mort. Et malgré tout, il l'a proposé à la vente dans le catalogue. Donc c'était une pièce que l'on pouvait acquérir. Finalement, il ne l'a pas vendue, il l'a conservée. Pourquoi? On ne le sait pas. Toujours est-il que ce sont des pièces chargées de souvenirs pour lui, souvenirs douloureux parfois aussi, parce qu'il a beaucoup perdu, la vie qu'il a connue avant n'est plus. Et alors, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec Martin Bodmer, mais il y a eu une certaine évolution. Et Zweig a commencé à collectionner des autographes en tant qu'écolier à Vienne. Il en parle, il s'amusait à le faire à Vienne, notamment à l'entrée des théâtres et des opéras pour obtenir des autogrammes de grands comédiens, par exemple, ou chanteurs. Et il a, au fil du temps, demandé des autogrammes à d'autres personnes célèbres. Tous n'ont pas été conservés. C'est ainsi qu'il a commencé, et au fil du temps, ses propres perspectives ont évolué. Il s'est intéressé à d'autres choses. En 1929, il a notamment réussi pour élargir sa collection. Il n'y a pas que des autographes dans la collection Bodmer, notamment. Il a pu contacter la famille von Breuning et ainsi acquérir des pièces de Beethoven, notamment son grand bureau et d'autres pièces de mobilier de grande ou de petite taille. C'est ce qu'il a fait, c'était une occasion unique, il l'a saisie. Et ce sont des pièces qui ont ensuite, qui sont arrivées chez le frère de Martin Bodmer après la mort de Zweig. Et ce sont des pièces dont il s'est entouré dans son exil. Il les a sorties d'Autriche, les a fait sortir d'Autriche, parfois dans des conditions difficiles. Et encore une fois, les pièces qu'il possède de Beethoven étaient impressionnantes de par leur qualité. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle avec des amateurs de l'œuvre de Kafka, des personnes qui seraient prêtes à débourser des sommes folles pour acquérir une pièce de Kafka. Zweig en possédait d'ailleurs, il en a fait cadeau lorsqu'il a quitté Vienne, c'est inimaginable aujourd'hui. Lui, manifestement, n'avait pas le même attachement vis-à-vis de ces pièces que d'autres personnes.
Donc c'est très difficile de répondre à votre question, mais je pense que nous pouvons tous, chacun choisir une pièce qui nous tient particulièrement à cœur dans cette collection. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous deux. Je pense que les deux projets de Stefan Zweig et Martin Bodmer gagnent à être considérés l'un par rapport à l'autre, par les nombreuses similitudes qu'ils comptent l'un avec l'autre, mais également par les quelques contrastes que l'on a pu relever ensemble, ça et là. Donc, je vous remercie tous les deux pour vos interventions et pour les éclairages que vous avez pu partager avec nous. Et j'offre maintenant la parole au public pour les éventuelles questions que vous pourriez avoir concernant cette collection et l'histoire de cette transmission, en attirant votre attention sur le fait de bien vouloir attendre que le micro vous soit tendu pour pouvoir poser votre question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, veuillez peut-être juste vous signaler en levant la main. Oui, professeur Berchtold. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend très bien. Oui, alors je voulais beaucoup vous remercier. J'ai été extrêmement intéressé par tout ce que vous avez apporté. Je suis frappé que Stefan Zweig est un collectionneur qui n'est pas silencieux, mais qui est volubile. Et à partir de 1914, ça a été dit, il écrit sur les autographes et ça va continuer pendant 20 ans. Alors, première partie de la question que je voulais poser, c'est il a été question de ses premiers écrits de 1914 où on sent que Stefan Zweig est plus un écrivain et un mélomane qu'un universitaire. Il va prendre un langage un peu lyrique, un peu euphorique en parlant de Zauberei der Schrift, de magie de la graphologie. Et il a été aussi parlé pour Martin Bodmer d'une épiphanie de sens. Je me demandais si dans l'évolution des écrits qu'il a produits sur sa collection, il va plutôt se rationaliser un tout petit peu, éteindre ce lyrisme et aller plutôt vers la sécheresse du chercheur qui est moins, disons, directement enthousiaste. Et la seconde partie de la question, ce serait de dire, depuis Martin Luther, on a séparé dans la tradition germanique, mais ça nous a tous concernés en Europe, deux pôles des études littéraires, la herméneutique et la philologie. Et donc, il y avait du côté de l'exégèse et de l'interprétation quelque chose qui se joue de complètement différent des branches plus techniques de l'établissement du texte. Et disons que pour nous, pour maintenant, très souvent, revenir au brouillon, c'est plutôt le versant de la philologie, c'est-à-dire établir le texte en tenant compte peut-être de variantes auxquelles l'auteur a pensé un moment et qui sont dans les brouillons. Est-ce que ce que dit Stefan Zweig et également après lui Martin Bodmer ne nous contraint pas à remettre en question l'étanchéité de ces deux pôles, philologie et exégèse? Est-ce que tout ce que vous avez dit ne semble pas montrer qu'il y a un secret interprétatif à part entière dans la juste considération de la spécificité individuelle de l'écriture de chaque grand auteur, et que de dire simplement c'est un brouillon avec une approche froide, anatomiste et scientifique ne suffit pas, qu'il y a une sorte d'écoute à avoir pour revenir au terme de 1914, die Zauberei der Handschrift. Peut-être, Oliver, je vous laisserai répondre sur l'évolution de la pensée de Zweig sur sa collection et une éventuelle rationalisation de son discours sur les manuscrits au fil des essais.
Non, je pense qu'il n'en aurait pas été capable, pour exagérer. Il était beaucoup plus écrivain, beaucoup plus enthousiaste dans son propos. On constate bien évidemment une évolution stylistique chez Zweig depuis l'année 1914. Par exemple, en 1936, lorsqu'il tient une présentation sur le sens et la signification des autographes. C'est intéressant, bien sûr, mais l'approche scientifique que vous suggérez dans votre deuxième question ne l'intéressait pas. Alors certes, il avait étudié l'histoire de la littérature, mais ce n'était pas un historien de la littérature pour autant. Et pour ce qui est des sources, eh bien, il les a toujours utilisées à ses propres fins, pour ses essais biographiques, ses biographies, et c'est ainsi qu'il a aussi exploité sa propre collection pour en extraire ce qui l'y fascinait, ce qui l'y intéressait, sans tenir compte de tendances ou d'idées particulières que l'on n'aurait pu y trouver. Il en a tiré ce qui lui importait pour sa propre création littéraire. La question fait tout à fait sens également par rapport à Martin Bodmer, puisque, si je ne me trompe pas, sa première œuvre publiée est une œuvre de philologue. Ce sont les poèmes de Konrad Ferdinand Meyer, qui est publié en 1922, dans une édition critique de Martin Bodmer. Et la suite, finalement, de son œuvre va peut-être, mais vous pourrez en dire sans doute quelques mots, tendre plutôt vers une sorte de science de l'herméneutique. Oui, mais j'aimerais du coup prendre la question par un autre biais. C'est... Au moment où on a lancé avec Radu Suciu ici et Michel Jeanneret le Bodmer Lab, c'est-à-dire une entreprise qui visait à numériser une partie de la collection Martin Bodmer pour la rendre disponible en ligne, la question s'est tout de suite posée des raisons pour lesquelles on devait numériser plusieurs éditions d'un même texte. Et quelle serait la différence entre ces numérisations et ce qu'on pourrait lire sur une tablette ? Donc la collection Bodmer, si vous voulez lire les textes, vous pouvez la télécharger en 1 heure sur votre tablette. Et donc on a dû réfléchir à ce qu'offrait de plus que le texte l'inscription matérielle des textes dans des supports. Et là, Martin Bodmer nous a un peu aiguillés, en quelque sorte, dans cette réflexion, dans la mesure où les supports, c'est le moyen par lequel, d'une part, on arrive à saisir une pensée pour la rendre publique, même à soi-même, et d'autre part, c'est surtout par les supports que les textes circulent. Et c'est la circulation des textes qui fait la culture. Et donc ça, c'est une des réponses qu'on a eues, mais on a été, Jacques, face à ce problème de savoir comment articuler nos routines interprétatives qui sont basées sur des textes. Moi, je fais des analyses de texte à partir d'une photocopie, ça suffit. Je peux vous faire une analyse de Baudelaire d'un poème, mais il nous manquait la capacité à tirer parti de l'édition d'un poème de Baudelaire dans cette édition-là. Qu'est-ce que ça apporte au sens du poème, qu'il soit dans ce livre plutôt que dans un autre. Et donc ça, c'est une recherche qu'on a faite pendant plusieurs années. On a eu la chance d'être accompagné dans cette réflexion par Roger Chartier, Robert Darnton, etc., qui sont des spécialistes non seulement de l'histoire du livre, mais aussi de la bibliographie matérielle, et qui essayent de faire que la matérialité des livres ou des supports écrits deviennent un objet d'analyse et contribuent à l'élucidation du sens des textes. Et donc c'est une des manières de répondre à ce clivage entre, d'une part, l'établissement des éditions et d'autre part, leur interprétation. Ici, on a essayé de tenir ensemble le fait qu'on ne peut bien interpréter un texte que lorsqu'on tient compte du support sur lequel on le lit, où on l'a lu, dans quel contexte social, quel type de public visé, etc. Et pour compléter peut-être cette réponse, il me semble en effet que Stefan Zweig se situe vraiment à la croisée des chemins de ces deux traditions. Alors certes, il n'est pas un éditeur critique, il n'est pas un philologue au sens académique du terme, mais il est néanmoins quelqu'un qui mène une enquête à partir du support matériel de l'écriture. Alors son enquête dépasse la simple production de textes faisant autorité et le porte vers ces mystères de la création qu'il évoque dans plusieurs de ses essais. Donc il y a en quelque sorte un statut ambigu de la pensée de Stefan Zweig par rapport aux manuscrits autographes et à ses fonctions interprétatives, en effet. Est-ce que nous avons d'autres questions du public ? Oui, monsieur ?
j'ai quelques petites questions. Pourquoi que les autographes sont aussi petits? Il manquait des papiers, des encres. Qu'est-ce qu'on manquait? Et l'autre, pardon? Et sont vraiment petits, de manière comme ils écrivent. Non? Et l'autre question, c'est quelle importance de les corrections sur les manuscrits, non? Comme vous avez dit, une édition, une autre édition, mais il y a beaucoup de corrections sur ça. Et la troisième question, peut-être c'est à vous, c'est comme si c'est passé la négociation entre les courtiers, ça c'est monsieur, c'est Trader qui faisait l'intermédiation entre Bodmer et Stefan Zweig. Très bien, merci beaucoup. Alors je répondrai peut-être à la question du support matériel, du papier, de la taille de l'écriture. C'est des questions qui sont revenues de façon assez récurrente lors des visites. On est toujours très étonné en effet de voir de si petits supports et des écritures si serrées. Alors évidemment, ça nous invite à considérer la dimension matérielle de ces textes et à aborder toute cette histoire de littérature d'un point de vue vraiment d'historien et de comprendre quelle est l'évolution du rapport des auteurs à leur simple support matériel, le prix du papier, sa rareté, dans quelles circonstances, c'est ce à quoi finalement nous invitent ces manuscrits, à interroger les circonstances, le contexte immédiat de leur production. Et c'est particulièrement intéressant dans certains cas emblématiques, par exemple si on prend le cas de Sade. Il y a un manuscrit exposé là-haut, en effet, sur de tout petits feuillets d'une écriture très fine et serrée qui était la sienne. Et une réponse que l'on pourrait apporter finalement au pourquoi de si petits manuscrits, c'est tout simplement parce que d'une part, le papier était alors rare, mais il l'était d'autant plus que Sade était embastillé à ce moment-là. Et il rédige ses textes du fin fond de sa prison. Et on a donc une invitation, alors pas forcément de réponse définitive, mais une invitation en tout cas à interroger l'histoire et l'environnement à partir duquel ces textes sont écrits. Il y a également là une invitation à interroger l'évolution du statut du manuscrit au fil des siècles. Alors vous en serez peut-être rendu compte en visitant l'exposition. On a une grande quantité de manuscrits du 19e siècle, du 20e, cela va sans dire, et de moins en moins au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps. Et cela s'explique par l'évolution du statut du manuscrit. Au 16e, 17e siècle, la version qui faisait autorité, c'était la version imprimée. Et c'est une fois le texte imprimé, d'une façon quasi systématique, les manuscrits d'auteurs étaient jetés au rebut ou étaient tout simplement détruits. C'est quelque chose qui va changer au fil du temps, au fur et à mesure qu'émerge la figure de l'auteur avec le pré-romantisme et ensuite le romantisme, et accompagnant cette émergence de la figure de l'auteur, un nouveau statut du manuscrit, une nouvelle valeur de la trace écrite que l'auteur laisse derrière lui, et une évolution constante également au cours du XXe siècle, avec parfois des récupérations tout à fait mercantiles de la part des auteurs eux-mêmes qui feront un commerce de leurs manuscrits. Peut-être, surtout n'hésitez pas à intervenir si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être sur vous parliez des courtiers, des intermédiaires de la vente. C'est un terme que vous pouvez mettre au singulier, puisque dans la négociation de la vente, c'est un intermédiaire qui a joué le rôle de médiateur entre Stefan Zweig et Martin Bodmer, c'est Heinrich Hinterberger, dont peut-être Oliver Matuszek pourra nous dire quelques mots. Ja, Heinrich Hinterberger. Heinrich Hinterberger était un antiquaire relativement jeune à l'époque. La trentaine, peut-être, non, un peu plus. La quarantaine, je dirais, lorsqu'il a vendu cette collection de Zweig. Auparavant, il avait travaillé chez Heck, un autre antiquaire viennois. Il était gérant de cet antiquaire. C'était un véritable phénomène, un maître de son art. On pouvait lui confier quelque chose le matin et l'après-midi, c'était vendu. Donc un homme extrêmement habile et doué
dans son commerce et il a pu cataloguer très rapidement la collection de Zweig, ce que Zweig n'a pas réussi lui-même. Il a fait cela en un temps record et en 1935, il a fondé sa propre maison d'antiquaire et vendre la collection de Zweig a donc été un véritable coup pour lui. C'était une opportunité pour lui pour se faire un nom et de faire de la publicité pour son entreprise. Alors, Zweig ne l'a pas toujours très bien traité. Il l'a souvent mis sous pression. Il y a des échanges épistolaires qu'ils ont eus qui ne sont pas toujours très flatteurs pour Zweig. Et on sait que Zweig a aussi parfois un petit peu manipulé. Alors, il ne l'a pas vendu. On pense notamment à l'hymne national allemand qui n'a pas été vendu directement à Martin Bodmer, mais à son épouse. On ne sait pas pourquoi. Bon, on est passé par cet intermédiaire. Donc, il y a du mensonge, il y a de l'intrigue dans tout cela. Toujours est-il que Hinterberger a réussi à vendre la collection quasiment en bloc. Et il faut savoir qu'il y a aussi les manuscrits allemands. On avait prévu de faire un deuxième catalogue avec les manuscrits étrangers, mais ça n'était plus nécessaire puisque Martin Bodmer les a également acquis. Et Zweig aurait pu être reconnaissant, mais il a néanmoins beaucoup pesté. Mais au final, je crois que Zweig était bien évidemment ravi que cette collection soit restée intacte et d'une seule pièce, en bloc. Autre chose, petite précision, Hinterberger a, en 1938, réalisé quelque chose de très important en rapport aussi avec le national-socialisme. Il a pu vendre une grande partie de la bibliothèque de Sigmund Freud qui a pris le chemin de l'Amérique. Et ensuite, il disparaît un petit peu de la scène viennoise. On sait très peu sur lui, sur le rôle qu'il a joué pendant les années du national-socialisme. Et après aussi, on perd sa trace, après la guerre. La dernière trace que j'ai moi-même pu retrouver de Heinrich Hinterberger dans la documentation qui entoure la transmission de cette collection, c'est finalement le rôle d'intermédiaire qu'il jouera entre Martin Bodmer et la première épouse de Stefan Zweig, Friederike, au moment de rapatrier le poème que nous avons maintes fois évoqué, Im Mai de Goethe. C'est à nouveau lui qui jouera le rôle d'intermédiaire à ce moment-là, en 1956, donc bien des années après le décès de Stefan Zweig, dans le rachat de ce manuscrit. Est-ce que nous avons encore un peu de temps pour d'autres questions ? Une dernière question, si quelqu'un souhaite... Oui ? Alors j'ai une question qui s'adresse aussi bien, qui concerne aussi bien Martin Bodmer que Zweig. Vous avez mentionné très brièvement avant, Jérôme, que il y avait très peu de manuscrits autographes qui ont été écrits par des femmes. Et je me posais la question suivante, qui est un peu double. Est-ce que, d'une part, que ce soit Zweig ou Martin Bodmer, est-ce qu'ils avaient conscience que les femmes étaient sous-représentées? Est-ce que c'est quelque chose qui a été thématisé ou pas? Et d'autre part, est-ce qu'ils avaient, suite à une éventuelle conscience de cette lacune, est-ce qu'ils avaient le souhait ou l'envie d'acquérir davantage de ces manuscrits? Peut-être que je te laisse prendre la parole. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que ça a été une des grandes découvertes pour moi en me penchant sur... Alors, je le glisse vite fait, peut-être en introduction aux deux réponses plus circonstanciées de nos deux invités. Ça a été une des grandes découvertes pour moi en préparant cette exposition, de me rendre compte finalement que certes, les femmes ont une position minoritaire dans cette collection, mais malgré tout, en rapport à d'autres fonds contemporains dont j'ai pu avoir une certaine idée, dans la collection de Stefan Zweig, il me semble quand même que de nombreuses femmes, de nombreux auteurs femmes sont représentés. Alors la figure féminine, elle occupe une place très importante dans l'œuvre de Stefan Zweig, mais il me semble à cet égard, et peut-être que vous pourrez me corriger, Oliver, qu'elle joue également un rôle important dans sa collection. Voilà, juste quelques petits mots d'introduction avant de vous céder la parole.
Je dirais que Zweig n'a nullement exclu sciemment la littérature féminine de sa collection. Ce qu'il a pu acquérir, eh bien, il l'a acheté. Il y a une lettre, notamment à laquelle je pense, il cherchait le manuscrit de Annette von Droste-Hülstorff qui manquait dans sa collection. Il dit « Annette me manque ». Donc il a essayé de combler les lacunes dans sa collection. Mais il faut savoir que c'est une collection qui est d'une qualité exceptionnelle. Lorsque vous parcourez les pièces exposées ici, vous verrez que vous connaissez tous les noms. Nul besoin d'avoir lu leurs œuvres, mais vous connaissez les noms qui sont au bas de ces manuscrits. Nul besoin d'expliquer qui est telle ou telle personne. Donc vous voyez la qualité de cette collection. Et cela implique le fait qu'il y a aussi, à cette époque-là, peut-être moins de femmes connues dans la littérature, et cela se reflète dans la collection de Zweig de nos jours. Et puis ensuite, il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas tout simplement aller voir un antiquaire, dire « voilà, écoutez, il manque telle et telle pièce ». Alors vous pouvez formuler le vœu, mais ça restera peut-être un vœu pieux. Vous n'allez pas pour autant pouvoir mettre la main sur le manuscrit, contrairement peut-être à un ouvrage ou autre. Et donc, on doit parfois, on peut peut-être formuler les choses autrement, on peut s'intéresser à la représentation de telle ou telle nationalité dans la collection, mais tout n'est pas toujours disponible immédiatement. En tout cas, je dirais que Zweig n'a pas exclu sciemment les femmes de sa collection, et il y a aussi de la littérature sur les personnages féminins, de l'histoire qui ont beaucoup importé à Zweig. On pense à Marie Stuart, Marie-Antoinette, et je crois que cela répond en partie à la question. Merci beaucoup. Et alors, peut-être pour Martin Bodmer aussi, la question se pose? La question se pose aujourd'hui, disons, depuis une bonne cinquantaine d'années. Mais je pense qu'il faut aussi remettre le projet de Bodmer dans son époque et voir que les partis pris qui l'ont guidé pour constituer sa collection se sont accompagnés d'un certain nombre de tâches aveugles qui se sont révélées de plus en plus surprenantes ou intolérables au fil des décennies. Mais à l'époque, cette question-là, en tout cas dans l'entourage de Martin Bodmer, dans sa pensée philosophique, etc., n'apparaît pas comme telle. Mais j'aimerais ouvrir l'empan un peu plus largement pour essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait aujourd'hui étayer cette collection, la compléter, puisque, vous le savez peut-être, c'est une collection que Martin Bodmer a voulu ouverte délibérément. Donc il faisait confiance aux gens qui lui succéderaient pour enrichir la collection dans des sens qui feraient sens encore à l'enseigne de la littérature mondiale. Et donc je pense que là, d'une part, il faudrait, on ne l'a pas fait au Bodmer Lab, faire l'inventaire des manuscrits féminins du catalogue. Maintenant qu'on a numérisé le catalogue, il faudrait faire ce travail pour voir si effectivement il y a des femmes ou non. Mais derrière cette question, il y a aussi toute la question des œuvres mineures. Il y a des hiérarchies de valeurs qui changent, et donc des auteurs qui pouvaient être considérés comme mineurs dans les années 30 à 60 sont aujourd'hui des auteurs majeurs parce qu'on les a réhabilités, on les a redécouverts, etc. Et il faut quand même, disons, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié plein, comme il était rappelé, il y a toujours des cas, des contre-exemples où il y a des femmes. C'est même pas à moitié plein, c'est un peu plein. Mais par ailleurs, il y a beaucoup plus d'hommes. Et de même, et ça c'est une question qui me parle autant que la question de la représentation des femmes dans le catalogue, c'est la question de l'égale représentativité mondiale des littératures. Et là, de nouveau, le verre est à moitié plein dans la mesure où, progressivement, Martin Bodmer, à partir des années 1950 notamment, s'est ouvert au Moyen-Orient, à la littérature asiatique. Donc il a vraiment ouvert sur bien au-delà de l'Europe. Donc on ne peut pas lui reprocher un eurocentrisme, de même qu'on ne peut pas le taxer de misogynie, même intellectuelle. Par contre, le verre est un peu à moitié vide dans la mesure où l'intérêt de Martin Bodmer pour la littérature, c'était un intérêt pour des littératures écrites.
Et donc tout ce qui était littérature orale a disparu, n'avait pas d'existence en quelque sorte dans sa réflexion, et donc il n'y a pas d'Afrique dans la collection, ou très peu. Donc ça aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît, disons, on peut comprendre historiquement, mais il y aurait sans doute un travail à faire pour enrichir la collection et qu'elle hisse, disons, certains manques ou qu'elle pallie certains manques pour qu'aujourd'hui, l'idée qu'on puisse se faire de la littérature mondiale soit véritablement pertinente pour le XXIe siècle, et notamment 2021 en l'occurrence. Merci beaucoup. De très belles perspectives de recherche et surtout une perspective d'ouverture progressive qui s'ancre dans les projets de Stefan Zweig et Martin Bodmer et dont nous sommes en quelque sorte invités à prolonger les lignes directrices. Il me reste à vous remercier tous deux de vos interventions. Je remercie également nos deux interprètes qui nous ont patiemment aidés au cours de cette table ronde, Boris Müller et Heidi Temnevo. Je remercie également l'auditoire pour sa participation et ses questions et son attention au cours de cette heure ensemble. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes à votre disposition dans les minutes qui suivent si vous souhaitez poursuivre cette discussion peut-être de façon un peu plus personnelle. Je remercie à nouveau la Fondation Jan Michalski, la Fondation Martin Bodmer pour leur concours et je vous souhaite à tous une excellente suite de soirée. Merci beaucoup.